Monsieur le maire, la parole est à vous pour le début de cette conférence de presse. Excellent, merci beaucoup. Alors, bonjour à vous, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur du service de police, Monsieur McConnell, bonjour. Gens des médias, merci d'être là. Bienvenue évidemment à ce point de presse-là. Alors, comme on le sait tous, des mesures viennent d'être mises en place pour briser la chaîne de transmission communautaire et surtout freiner la progression des nouveaux cas de la COVID-19 qu'on vit tous. Alors, la santé publique a annoncé un confinement aujourd'hui, hier, cette semaine, qu'on vivra tous. Alors, il y a un couvre-feu à compter de demain jusqu'au 8 février prochain. Alors, il va de soi de toute façon que la ville de Sherbrooke va tout faire en sorte pour que les consignes soient respectées. Ça sera discuté d'ailleurs. Alors, depuis plusieurs semaines, il y a actuellement 30, 50 nouveaux cas par jour, tout précisément aujourd'hui, 60 nouveaux cas. On veut surtout pas perdre le contrôle. Alors, je veux remercier tous les Sherbrookois et Sherbrookoises, de toute façon, qui font preuve actuellement de patience et surtout de respect dans toute cette aventure-là. Alors, votre collaboration est nécessaire, hein? C'est nécessaire pour eux et très apprécié de toute façon. Alors, je tiens à rassurer tout le monde que les services essentiels seront maintenus durant toute cette période-là. Alors, je suis convaincu qu'on va passer au travers ce deuxième confinement qu'on vit tous ensemble. J'ai espoir, et j'ai vraiment espoir qu'au début du printemps, hein, qu'on puisse revenir à la normale, peut-être une bonne partie. Alors, j'en profite pour saluer aussi nos employés municipaux hein, qui font un excellent travail dans toute cette tâche-là qu'on vit tous à tous les jours. Il y aura toujours aussi une ligne disponible. Alors, ça sera annoncé, une ligne d'urgence sur le site web, toujours le 819-823-8000. Alors, si les gens auraient des questions, ou toujours 819-821-5858. Comme je l'ai dit, ça sera vraiment sur notre site web, nos informations seront là. Alors, merci beaucoup à tous. Je vous repasse la parole maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, vous avez reçu dans les dernières minutes le communiqué de presse. Maintenant, Monsieur Picard, je vous laisse la parole pour expliquer le contenu des nouvelles normes, mesures de confinement. Okay. Alors, bonjour à tous. Évidemment, comme tout le monde le sait déjà, nous sommes régis par des mesures de pandémie et maintenant on a un autre niveau plus important. Ce qui est peut-être important de retenir dans un premier temps au niveau des services municipaux, c'est que l'ensemble des services municipaux vont continuer à être offerts à la population. Évidemment, tout ce qui est services administratifs, bien que les locaux soient physiquement fermés en termes d'accès, nous continuons à donner ce service-là. Et en priorité, évidemment, si les gens font appel à nous par téléphone, par vidéoconférence et en dernier recours, si c'est nécessaire, parce qu'évidemment, il peut avoir besoin d'échanges de papier ou de documents. À ce moment-là, évidemment, le service se fera par rendez-vous et à ce moment-là, les gens pourront avoir accès aux divers employés de la ville pour bénéficier de ces services-là dits plus administratifs. Pour l'ensemble des autres services, évidemment, on va prédire l'expression que la vie va continuer, c'est-à-dire évidemment récupération de déchets, etc. Tous ces autres services-là, l'éco-centre, tous ces services-là vont demeurer ouverts. Maintenant, ce qui est peut-être nouveau que nous n'avions pas et qu'on nous a permis de faire, c'est la réouverture de la bibliothèque, entre autres, d'un point de vue de permettre aux gens qui n'ont pas accès à l'Internet et permettre particulièrement aux étudiants d'avoir accès à un lieu. Alors, dans ce cas-là, nous allons continuer à offrir le service de distribution aux livres de la même façon que nous le faisons actuellement. Un élément qui est important, parce que je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, à savoir combien on avait de visiteurs avant le COVID dans les bibliothèques. Et nous avions entre 700 et 1000 personnes par jour qui venaient dans les bibliothèques. Donc, plus le 1000 était la fin de semaine. Et peut-être un fait intéressant, parce que ça m'a vraiment surpris moi-même, on a environ 800 commandes par jour de livres qu'on dessert actuellement. Alors, en fait, pour nous, ça représente une charge de travail encore plus importante parce que quand la bibliothèque est ouverte normalement, évidemment, les gens sont en libre service. Et actuellement, évidemment, on dessert des commandes
environ 800 par jour. Alors, c'est quand même intéressant de montrer que ce service-là est tout à fait pertinent encore dans le contexte de la pandémie et que les gens l'utilisent beaucoup. Alors, nous allons continuer à offrir ce service-là sur une base quotidienne comme nous le faisons déjà et ça fonctionne déjà très bien. Cependant, évidemment, suite à l'annonce d'il y a quelques jours de la possibilité de réouvrir les bibliothèques, nous allons pouvoir vous donner plus d'informations la semaine prochaine parce que là, nous sommes en réorganisation parce qu'il faut comprendre que l'ensemble de la bibliothèque avait été réorganisé avec des grandes tables pour permettre toute la distribution des livres et la réception des livres et qu'actuellement, on doit repenser comment on va se réorganiser pour continuer à donner ce service-là de commande aux livres tout en permettant à des gens d'entrer à la bibliothèque de façon sécuritaire et en générant les différentes zones. Alors, c'est quand même intéressant. Donc, la semaine prochaine, on va être en mesure de vous donner l'information complémentaire pour la réouverture des bibliothèques qui devrait se passer rapidement. En ce qui a trait au sport et loisirs, évidemment, retenons la règle générale que tous les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits lorsqu'on n'est pas dans une bulle familiale. À cet égard-là, évidemment, nous allons maintenir les patinoires extérieures accessibles pour le patin libre et ce qu'on appellerait le bâton hockey, c'est-à-dire quelqu'un pourra manipuler son bâton et sa propre rondelle, ou à la limite, si c'est avec une famille, de se faire des petites passes. Mais le jeu de hockey proprement dit, comme nous avons vécu avant, à 4 contre 4, ne sera plus permis. Et je voudrais aussi vous rappeler que la limite est de 25 personnes à ce moment-là, évidemment, sur chacune des patinoires, et qu'on a quand même 11 patinoires accessibles. Évidemment, sujet à la température, là, on est quand même au Québec, mais on a quand même 11 patinoires et vous pouvez les consulter sur le site de sherbrooke.ca pour avoir accès à l'ensemble de ces patinoires-là. En ce qui a trait aux activités intérieures, évidemment, ils deviennent interdites par le nouveau décret qui va être déposé, donc le patinage dans les arénas, le badminton, le pickleball, toutes ces activités-là qui avaient lieu au centre Julien Duchamp, ainsi que le tennis au centre récréatif, ne seront plus permises. D'ailleurs, le centre récréatif sera fermé en soi lui-même, donc ces activités-là ne seront plus permises. Évidemment, il y avait des cours de natation aussi qui devaient commencer le 16 janvier. Ces cours-là seront aussi annulés. Le palais des sports qu'on permettait la marche à l'intérieur sera fermé aussi parce que les activités, les rassemblements seront interdits. Et évidemment, il nous reste toujours le Mont-Bellevue qui est disponible autant pour la marche, la raquette, le ski de fond. Évidemment, le ski, proprement dit, lui aussi va être disponible en respectant les règles. Et les cours de ski seront par contre annulés et la location va demeurer active, la location des équipements. Alors, évidemment, il nous reste ensuite toutes les autres activités, ski de fond, raquette, marche, qui continuera à être permise, évidemment, toujours dans le concept de la bulle familiale. Puis je répète, le concept de la bulle familiale. Donc, ces activités-là sont permises, mais ne pourront plus se faire comme ça se faisait auparavant, aller prendre une marche avec un ami ou ces choses-là. La règle, c'est de tenter de maintenir la bulle familiale à cet égard-là. Et évidemment, et le centre de plein air André Nadeau seront maintenues toutes les activités parce qu'il y avait quand même de la glissade, il y avait d'autres activités qui seront là, qui seront maintenues et la location d'équipement à cet endroit-là sera aussi disponible. Alors, c'est la mise à jour des informations concernant les services municipaux. Alors, M. Gosselin, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, M. Picard. Un des points majeurs de l'annonce du gouvernement a sans doute été pour tout le monde le couvre-feu qui va débuter demain à 20h. M. McConnell, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci les gens des médias et je tiens à m'excuser pour ça fait 2 jours qu'on vous reporte. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir répondre à vos questions par la suite. Sur 2 points dans mon cas, aujourd'hui, l'état d'urgence décrété par le service de police de Sherbrooke plus tôt cette semaine, un peu comme ça a été fait le 25 mars dernier. Pourquoi on a fait ça rapidement pour vous expliquer, c'est que, bon, effectivement, la courbe à l'époque, vous vous souvenez, était autour de 1000 personnes par jour au Québec. On tourne autour d'un plateau maintenant de 3000. La mutation du virus qui est un peu pour nous préoccupant. La protection de nos policiers et policières exactement aussi, mais aussi pour se donner de la flexibilité. Alors, vous comprendrez avec les nouvelles mesures, dont justement le couvre-feu,
le service de la police ne voulait pas réduire sa prestation de service par rapport aux affaires courantes, mais bien pouvoir répondre comme à tous les jours, mais en plus gérer ces nouvelles dispositions-là qui nous seront permises par le décret à venir. Donc, une certaine modulation des effectifs va nous donner une flexibilité, notamment au niveau des horaires, et ce qui devrait nous permettre de pouvoir être plus disponible et disposé à répondre à la population adéquatement. Alors, en règle générale, ce n'est pas parce qu'un état d'urgence peut faire peur vu comme ça, mais on est là justement, c'est plus administratif pour pouvoir opérationnaliser davantage les nouvelles dispositions qui nous sont annoncées, qui nous seront annoncées officiellement là, par décret au courant de la journée aujourd'hui ou peut-être demain matin. On attend ça pour pouvoir l'appliquer et on sera en mesure de pouvoir être sur le terrain pour vous. Je tiens maintenant au niveau du couvre-feu. Plusieurs choses ont été mentionnées qui vont être annoncées, qui ont été annoncées cette semaine, dont le couvre-feu et ses différentes exceptions. Alors aujourd'hui, je tiens à préciser en débutant que le service de police, présentement, devra prendre acte de ce décret-là en temps et lieu. Alors, on attend officiellement pour avoir ça, mais quand même, plusieurs dispositions ont déjà été partagées par les médias, dont une dizaine d'exceptions pour lesquelles on doit tenir compte. Je vous dirais que l'objectif principal pour nous au service de police de Sherbrooke, c'est de continuer à soutenir la santé publique et s'assurer qu'on puisse répondre correctement. Et on va se dire, là, le but dans ça, c'est d'éviter d'avoir des transferts d'un ménage à l'autre, d'une maison à l'autre, pour réduire le plus possible cette propagation-là. Alors, pour le moment, on dispose d'à peu près les mêmes informations que vous, ce qui nous a été mentionné, sauf que ce matin, on a eu la chance de pouvoir discuter avec des gens du ministère de la Sécurité publique et des gens du ministère de la Justice, ainsi que du bureau du DPCP, directeur de poursuites criminelles et pénales. Ce décret-là nous engage à nous fournir des outils plus clairs et opérationnels pour pouvoir justement procéder à cette application-là qui, disons-le, le couvre-feu est un moment historique pour nous au service de police et l'ensemble de la population québécoise, dont Sherbrooke. Alors, pour nous, ce décret-là nous donnera des pouvoirs de procéder à des interceptions et des interpellations pendant le couvre-feu. Il est à noter que ce sera la responsabilité du citoyen de nous démontrer au service de police qu'il a les motifs, qu'il a le droit d'être sur le terrain. Donc, dans nos mots, ce qu'on vous dit, c'est que la personne, après 20 heures et avant 5 heures, devra, s'il circule sur la voie publique, nous démontrer qu'il est légitimé de le faire et selon la satisfaction du policier qui interceptera cette personne-là. Tout ça, rassurez-vous, sera exécuté avec beaucoup de jugement et de discrétion, mais quand même avec une certaine rigueur. Il faut absolument se servir de ce mois-là pour réduire la courbe et reprendre le contrôle, et on est là pour assister la santé publique. Il faut savoir que le service de police de Sherbrooke travaille sous la loi de la santé publique et en fonction de l'article 48, notamment de la loi sur la police également. Donc, on est là, nous, de façon coercitive, pour faire appliquer ces règlements-là, ce décret-là, qui notamment donne un certain pouvoir d'interception, en fait, pour le couvre-feu. Différentes exceptions, peut-être que je pourrais aller plus précisément ou répondre à vos questions, mais j'ai quand même une dizaine d'exceptions qui ont été mentionnées ici, que je pourrais développer avec vous. Mais il reste que le mot d'ordre, je vous dirais, c'est si vous n'avez pas à sortir en fonction des exceptions qui ont été mentionnées, restez carrément chez vous. Restez à la maison après 20 heures. Il y aura quand même plus de visibilité policière. C'est une question qui a été demandée. C'est une question qui a été abordée aussi au ministère de la Sécurité publique ce matin. Alors, pour samedi et dimanche qui vient, nos policiers seront plus présents, notamment entre 20h et minuit, dans les différents quartiers, présents et visibles. Alors, soyez rassurés, ce n'est pas parce qu'il y a une émeute ou il se passe quelque chose de particulier, mais entre 20h et minuit et pour le restant de la nuit, des effectifs supplémentaires seront ajoutés pour être plus visibles et faire penser aux citoyens et citoyennes de la ville de Sherbrooke qu'après 20h, bien, écoutez, c'est nouveau, il faut appliquer ça, on reste chez nous. Donc, c'est possible que vous voyez dans vos quartiers des véhicules de police circuler avec les gyrophares tranquillement dans vos quartiers pour s'assurer qu'il n'y a pas personne sur le terrain après 20h. Il faut rester quand même assez calme avec ça. On est là pour justement s'assurer, puis vous soutenir, puis
encore une fois, comme je disais tantôt d'entrée de jeu, soutenir la santé publique là, pour améliorer la situation au Québec, dont Sherbrooke qui est encore aujourd'hui au-dessus de 100 cas là, déclarés par la santé publique. Alors, en gros, je ne veux pas aller plus précisément dans les mesures ou dans les exceptions. Je serai disponible pour répondre aux questions, M. Gosselin. Merci beaucoup, M. McConnell. Alors, on va y aller avec la conversation de la réunion, si vous voulez bien. S'il y a quelqu'un qui veut se manifester, je vais vous donner la parole. Vous pourrez poser une question et une sous-question. Ensuite, on passera à un autre journaliste qui est à revenir plus tard. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir poser ses questions à ce moment-là. On a une première question de Jasmin Dumas, de TVA. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Super. Je m'excuse, j'ai manqué votre portion, M. McConnell, parce qu'on avait notre bulletin du midi à produire. Est-ce que hier, le directeur de police de Granby a dit que c'est pas compliqué. Les policiers, le message est clair, ils ne se casseront pas la tête. Tous les véhicules, sans exception, vont être interceptés après 20 heures, évidemment. Est-ce que ce sera le cas également à Sherbrooke? Bien, je dirais d'entrée de jeu, à partir du moment où vous prenez la rue, vous décidez de sortir de chez vous après 20 heures, bien, vous êtes à risque effectivement de recevoir un constat d'infraction entre 1 000 et 6 000 $. On va se dire, c'est 1 000 et les frais, c'est-à-dire 1 546 $. C'est pas rien. Alors, effectivement, à partir du moment où vous prenez le risque de sortir et que vous ne faites pas partie des mesures d'exception, c'est possible que vous ayez à répondre à certaines questions des policiers qui pourront vous interpeller à cet effet-là. On comprend que c'est possible. Mais quelle est la directive que vous allez donner aux policiers? Comme je disais à Granby, la directive, c'est vous arrêtez tout le monde. Est-ce que c'est cette directive-là que vous donnez également à vos policiers ou la directive, c'est plutôt d'y aller, par exemple, si c'est suspect ou peu importe? Non. Vous savez, à partir de 20 heures, à partir du moment où ça a été discuté amplement tout au long de cette semaine, différentes conférences de presse ont été données par la ministre de la Sécurité publique, notamment, et notre premier ministre. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'appliquer ce décret-là qui couvre notamment le couvre-feu. Et ce qu'on demande aussi, c'est de l'appliquer avec de la rigueur, avec discernement et jugement, je vous l'accorde, parce que ce sera aux policiers à juger la pertinence ou la légitimité de pouvoir être sur la rue. Mais nous, au service de la police de Sherbrooke, après 20 heures, si quelqu'un est sur la rue, il sera interpellé et il risque d'avoir un constat d'infraction. Merci. Merci, M. Dumas. Michael Demers, de Bell Média. Bonjour à tous. Bon début d'année également. Depuis le début de la pandémie, là, on semble qu'on agit dans une logique plus de prévention, en quelque sorte, que d'émettre des constats, là, finalement. Alors, je veux savoir, considérant, on le voit, la santé publique le dit également que, durant tout le temps des fêtes, finalement, il y a eu des rassemblements, il y a eu une forte contamination au niveau communautaire, là. Est-ce qu'on aurait dû être plus sévère? Est-ce qu'on aurait dû agir de manière plus coercitive ou encore si on est à l'aise avec la manière qui a été plus d'avertir plutôt que d'émettre des constats d'infraction? Alors, la question s'adresse à moi. Alors, j'aimerais entendre aussi Monsieur Lucier également à ce sujet. Oui, je vais en premier, M. Lucier, d'accord. Alors, on parle ici d'une situation pandémique qui prévaut depuis le 13 mars 2020. Différentes mesures ont été mises en place, qu'elles soient coercitives ou de prévention. Beaucoup de prévention et beaucoup d'avertissements, si vous voulez, ont été avancés. Et je vous dirais que beaucoup de sensibilisation, je me souviens même d'avoir discuté devant vous, que beaucoup de sensibilisation étaient faites, oui. Et c'est ça. Et des constats ont été aussi émis à différentes situations lorsqu'il y a eu des rassemblements ou des débordements, je dirais, par rapport notamment au rassemblement. Maintenant, je vous dirais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Quand on est rendu à mettre en place par décret un couvre-feu, ce qui nous est demandé par le ministère de la Sécurité publique et le premier ministre, c'est de procéder et on n'est plus nécessairement à l'heure de la sensibilisation. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, et je le répète, si vous risquez de sortir à l'extérieur, vous ne faites pas partie des exceptions, et je pense que ces exceptions, ce sera facile de les avoir, ils sont tous disponibles sur québec.ca/COVID-19, mais à ce moment-ci, vous aurez un constat d'infraction de 1 000 $. Monsieur le maire, en complément? Oui, en effet, puisqu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, là. Alors, on a tout mis en œuvre dès le départ de cette pandémie-là. Vous l'avez vu, hein? Dès le départ, là, on parle du mois de mars dernier.
Alors, on a tout mis en œuvre là, pour contrôler le tout sur notre territoire. Bon, M. McConnell en a fait aussi, état aussi. Là. Alors, on a toujours suivi les mesures du gouvernement. Je pense que la santé publique a été claire qu'on devait suivre aussi cet enlignement-là. Et à travers le Québec, c'est ce qu'on a fait, dont Sherbrooke. Alors, on suit, oui, bon, on est déçu comme tout le monde de voir le nombre de cas augmenter, mais c'est un peu partout. Alors maintenant, il faut casser ça et c'est pour ça que les nouvelles mesures qui s'appliquent sont très, très importantes et c'est pour ça qu'on lance le message à la population maintenant là, de pouvoir les suivre. Merci, M. le maire. Alors, pour les prochaines questions, si vous voulez nous dire à qui s'adresse la question, ça va nous faciliter les choses. La prochaine nous vient de Marianne Lassonde du journal de Rickard. Oui, bonjour. Ma question est pour M. McConnell. Ce serait en lien avec le protocole des officiers quand ils vont rencontrer un itinérant dans la rue après l'heure du couvre-feu. Oui. Donc, en fait, ça va être comment le protocole? Quelle sorte de questions vont être posées? Puis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de refuges que oui, on a de la place, mais malheureusement, avec les problèmes de santé mentale et le fait que certains ne veulent pas respecter les normes sanitaires, ils vont être retournés, ils ne vont pas pouvoir avoir accès au refuge. Par rapport au refuge, notamment pour l'itinérance, c'est des problématiques de santé mentale. C'est ce que vous voulez me dire, madame? Oui. Alors, oui, bon, là-dessus, je dirais au niveau de la santé mentale, c'est une préoccupation qui nous accable, si vous voulez, qu'on doit vivre jour après jour. Et effectivement, ça, dans ce cas-ci, ça sera du cas par cas. Je dois vous dire que je ne peux pas établir de ligne directrice à diffuser à mes officiers à cet effet-là. Pour ce qui est de l'itinérance, vous savez qu'on n'a pas pris de chance, on a quand même pris contact avec la coalition des travailleurs de rue, avec son président, M. Bélanger-Caron, pour justement trouver les dispositions nécessaires pour, pas nécessairement, je ne dis pas que c'est une exception, les gens qui souffrent ou qui travaillent, qui n'ont pas de l'itinérance, mais c'est juste que, par définition, ils n'ont pas de résidence fixe, ils n'ont pas de résidence permanente. Donc, ils n'ont pas d'endroit à aller. Ce qu'on va faire, ce qu'on se donne comme mission, et en collaboration avec l'Institut Chose de l'Estrie et notre équipe d'intervention psychosociale et les travailleurs de rue, on sera à pied d'œuvre pour essayer de trouver le plus possible un refuge, comme on le ferait dans le temps normal, mais encore plus dans ce cas-ci là, par rapport au couvre-feu qui est imposé par le gouvernement. Merci. Madame Fanny Lachance-Paquette de Radio-Canada. Oui, alors ma question sera pour M. Picard concernant les fermetures de certains lieux, je pense entre autres aux patinoires et tout ça intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce personnel-là qui était attitré à ces endroits-là? Est-ce qu'ils sont réorientés dans d'autres ressources, par exemple la bibliothèque, ou on les retourne à la maison? En fait, la plupart de ces gens-là qui étaient déjà dans les arénas étaient la plupart de ces gens-là des cols bleus, alors ils vont être réaffectés à des activités de col bleu. Il n'y aura donc pas de mise à pied durant cette période-là. Bien. Jonathan Cousteau de la Tribune. Oui, en ce sens-là, d'ailleurs, sous question peut-être pour M. Picard encore, est-ce qu'on a le personnel nécessaire pour les bibliothèques pour gérer cet afflux-là de gens qui vont arriver là, au début de la pandémie, au SPS, on disait qu'on ne voulait pas que les chauffeurs deviennent des policiers qui allaient demander aux gens de porter des masques et tout ça. Là, on va demander peut-être aux bibliothécaires d'être des policiers qui vont juger si les gens viennent étudier ou s'ils viennent porter un livre. Donc, est-ce qu'on a l'intention de rajouter du personnel dans les bibliothèques? Comment on va supporter ce personnel-là qui devra gérer cet afflux-là à la bibliothèque? En fait, on va vraiment séparer les deux services parce que la prise de commande va continuer à se faire de la même façon, c'est-à-dire tu viens chercher des livres et tu quittes. Et évidemment, ce qui nous reste à déterminer, c'est combien il y aura de places de façon sécuritaire à l'intérieur de la bibliothèque pour que les gens puissent venir étudier. Évidemment, les premiers jets qui ont été émis par le gouvernement, c'était d'abord de favoriser les étudiants pour les périodes d'études. Alors, il nous reste évidemment à déterminer des choses qu'on va communiquer la semaine prochaine. Est-ce qu'on va limiter la période? Est-ce que pour s'assurer que tout le monde puisse venir? Alors, il nous reste à déterminer quel sera le temps qui sera permis et l'espace, évidemment, de respecter le 2 mètres, d'avoir le masque, d'avoir les produits de désinfection. Alors, tout ça, on va mettre ça en place la semaine prochaine, mais on croit être capable d'effectuer ces tâches-là à partir de nos employés.
Peut-être que certains employés col bleu seront affectés aux bibliothèques pour aider au nettoyage, comme on a fait dans tous les autres lieux où il y avait des gens qui venaient. Alors, il nous reste ça à définir, mais on n'est pas inquiet par rapport au nombre de personnel pour continuer à offrir ce service-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, j'en avais une deuxième. Allez-y, je vais vous revenir, M. Cousteau. On va aller à Michael Demers, qui est de Bell Media. Oui, je veux juste continuer sur ma question que j'avais posée initialement. Est-ce qu'on doit comprendre donc que c'est la fin des avertissements de la part du service de police? Ma question, naturellement, est à M. McConnell, là. Et ce, autant pour le couvre-feu que, justement, pour les rassemblements là, qui sont toujours interdits. Alors, effectivement, oui, je dirais, aujourd'hui, l'appel que je pourrais faire à la population de Sherbrooke, c'est on recherche plus ou moins carrément la responsabilisation citoyenne, l'autorégulation, que je dirais, où c'est possible qu'on donne des constats, on ne cherchera pas à faire ça, mais effectivement, à partir de 20 heures, les gens risquent de recevoir des constats s'ils sortent et ils ne font pas partie des mesures d'exception. Je vous dirais que depuis le début de la pandémie, plus de 500 constats d'infraction ont été émis pour les différents articles qui étaient appliqués, notamment là, pour les rassemblements. On ne cherche pas à faire ça, ce n'est pas notre mission première, mais dans notre mission, par exemple, c'est quand même à nous de prévenir, de protéger, mais aussi de réprimer le crime. Et à partir de ce soir, après 20 heures, ce n'est pas légal d'être à l'extérieur. Alors, c'est sûr que ce jugement, ça sera fait avec beaucoup de jugement et de discernement, je le rappelle, mais avec de la rigueur également. Je dois rappeler ici que le fardeau de la preuve est inversé dans ces dossiers-là, dans ce cas-ci, où c'est aux citoyens de Sherbrooke, des citoyens et citoyennes de Sherbrooke, de faire la preuve qu'ils sont légitimés d'être dehors. Alors, à ce moment-là, il y aura quelques questions de nos policiers et nos policières. Juste une précision, M. McConnell, vous avez dit ce soir, c'est bien demain soir? Oui, excusez-moi, on parle de demain soir, samedi, on va être le 9 à 20 h. Excellent. M. Cousteau, vous aviez une autre question? Oui, bien, en fait, question pour M. McConnell et peut-être en parallèle, soit pour M. Lucie ou M. Picard. Je voulais voir, M. McConnell, comment est le moral des troupes du côté des policiers, parce que c'est votre rôle de faire respecter ces règles-là, mais on sait que les gens ne sont pas toujours patients en ce moment quand ils ont à faire face à des mesures comme un confinement ou un couvre-feu. Et est-ce qu'on aura besoin de ressources supplémentaires? Et si oui, est-ce qu'on a un budget là, qui est débloqué pour ces ressources supplémentaires-là? Dans la première partie de votre question, au niveau de la santé mentale de mes policiers et ma policière, ils se portent généralement bien. Il reste que c'est quand même, je vous dirais, notre rôle d'appliquer les différents décrets et arrêtés ministériels depuis le début de cette pandémie-là. C'est lourd à porter. Vous devez savoir que nos policiers et nos policières n'ont pas plaisir à émettre des constats d'infraction à 1 500 $. C'est lourd dans la main du policier à remettre à un citoyen. Si on le fait, c'est parce que c'est exigé et c'est nécessaire. Alors, ça, ce n'est pas un plaisir pour nous de le faire. Toutefois, à l'intérieur du service de police ici, on vit les mêmes choses que l'ensemble des citoyens de la ville de Sherbrooke, où nous aussi, on est confinés. Et nous aussi, en plus d'être confinés, on doit faire appliquer ce confinement-là. Alors, mes règles générales, ça va bien. Alors, en fait, j'en profiterai même pour les féliciter, mes policiers et mes policières, parce que je suis très, très fier d'eux. Ils sont là, ils répondent à l'appel. On est là jour après jour, jour et nuit. On a des équipes COVID, on est là pour répondre de façon sécuritaire pour justement éviter toute propagation à l'intérieur même de notre service de police. Puis on a un certain succès à ce niveau-là également. Pour ce qui est des effectifs supplémentaires, présentement, je pourrais vous dire à court terme, parce que c'est quand même nouveau, ce couvre-feu-là. Une entente est survenue ce matin avec le ministère de la Sécurité publique pour samedi et dimanche qui vient, le 9 et le 10, dans la nuit. Le ministère de la Sécurité publique soutient financièrement, d'une certaine façon, le service de police et l'ensemble des services de police au Québec pour ajouter des effectifs supplémentaires pour répondre adéquatement et être présent sur le terrain, surtout à partir de 20 h, bien évidemment. Merci, Mme Lachance-Paquette de Radio-Canada. Monsieur, je réponds au nom du reste de l'organisation. Très bien, merci. Excusez-moi. S'adressait aussi pour le reste. Je vous dirais, tout comme M. McConnell vient de mentionner, je vous dirais que de façon générale, le moral est très bien. Cependant, évidemment, on ne se cachera pas que nos employés qui sont en télétravail, certains d'entre eux peuvent trouver ça plus difficile lorsque, évidemment, l'être humain est un animal grégaire, donc a besoin de contact. Alors, c'est pour ça qu'on a fait appel hier à l'ensemble des directeurs pour être flexible, à savoir s'il y avait des employés qui avaient besoin de venir faire quelques heures
au bureau pour être capable d'être en contact des fois avec certaines autres personnes, mais pas en contact de près, mais de voir à un moment donné un environnement différent, si je pourrais dire ainsi. Et aussi de faire preuve de flexibilité dans les horaires de travail pour permettre peut-être aux employés qui auraient peut-être besoin à un moment donné d'aller prendre de l'air 2 jours alors qu'on est en hiver puis que le soleil se couche tôt. Et en plus, avec la notion du confinement après 8 heures, ben, peut-être que certains employés auraient besoin de prendre de l'air. Donc, on a demandé au directeur d'être plus flexible dans les pauses de façon à faire en sorte qu'on travaille, oui, l'élément COVID, mais qu'on fasse attention aussi à la santé mentale de nos employés qui est fort importante, car évidemment, durant tout ce temps-là, les employés ont toujours été au poste et sont toujours disposés à offrir le meilleur service aux citoyens. Alors, on tente d'être plus flexible à cet égard-là. Merci, M. le maire. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oh, tout simplement, écoutez, je pense que ça a bien été dit là, par M. Picard, là, mais on remercie sincèrement tous les employés là, en poste, que ce soit au niveau du service de police. J'ai déjà dit ça de toute façon à M. McConnell hier, que je remerciais tout son service de police d'être au rendez-vous, là, alors au niveau de la population, à bien la desservir, là, comme ils le font de toute façon depuis très longtemps. Et M. Picard, ben, il l'a bien dit aussi, au niveau de... Il faut quand même se pencher sur la question là, au niveau de nos employés. Ça a été fait rapidement. Alors oui, on ne veut pas non plus des cas de santé mentale de notre côté. Sincèrement, à travers le Québec, c'est discuté actuellement. On en veut le moins possible. Alors, il faut accompagner nos employés de cette façon-là et on le fait à la ville de Sherbrooke. Alors, merci beaucoup à tous nos employés aussi pour leur soutien. Merci, M. McConnell. En complément? Oui, en complément, merci. Effectivement, je reviens là-dessus. Et là, pourquoi on a établi l'état d'urgence, c'est justement pour aller chercher cette flexibilité-là et donner de l'air un peu à nos policières et nos policiers, tout en s'assurant de pouvoir répondre adéquatement à l'ensemble des affaires courantes. Je veux que la population de Sherbrooke sache que malgré le surplus de travail qui est annoncé et pour lequel on doit faire face, on est là, on répond à toutes les plaintes, on répond aux gens en priorité, bien évidemment, des événements qui nous sont attribués. Et sachez qu'on est là à tous les jours pour ça. Et en terminant, bien, je dirais, tout ça est conditionnel présentement à l'adoption du décret. Je reviens avec ça parce que je n'ai pas encore le document sous la main. Je n'ai pas discuté de ça non plus avec le service des affaires juridiques présentement, mais on sait un peu beaucoup vers où on s'en va avec ça, mais il reste encore une lecture à prendre pour savoir les dispositions et les précisions législatives qui viendront avec ce décret-là. Merci. Alors, cette fois-ci, je retourne à Mme Lachance-Paquette de Radio-Canada. Oui, alors il y en a été mention de la part de M. Lucie, mais je pense que M. Picard et McConnell auraient probablement des informations à ajouter là-dessus. La fameuse ligne téléphonique d'urgence qui est en fonction depuis plusieurs mois. Peut-être rappeler un petit peu l'objectif de la façon dont on veut que les gens l'utilisent et est-ce qu'on veut qu'elle soit utilisée pour dénoncer. Du côté de Green Bay, hier, on vantait encore l'efficacité de ce formulaire-là en ligne sur le site de la ville. Il y avait déjà 700 dénonciations qui avaient été faites. Le service de police là-bas qui demande encore aux gens là, de dénoncer. Est-ce qu'on a cet objectif-là ici aussi? En fait, je vais répondre à votre question. En fait, le service de ligne là, au numéro 800 avait pour but justement au début de décharger les appels qui étaient faits au 911 pour toutes sortes de raisons. Les gens appelaient parce qu'ils voulaient savoir beaucoup de questions au niveau de la ville. Alors, le 800 n'a pas pour but de se substituer. Oui, n'a pas pour but de se substituer au 911, donc aux appels policiers, mais avait pour but de donner de l'information aux citoyens qui voudraient rechercher des horaires ou qui auraient besoin d'avoir des numéros de téléphone de référence, des fois des services d'aide, des services de santé mentale, etc. C'est le 800 qui servait à ça et pas nécessairement dans un contexte de 911. Alors, on ne s'attend pas à ce que le numéro 8000, soit un endroit pour la dénonciation. Je pense qu'il faut s'adresser directement à la police, là, à moins que M. McConnell me corrigerait, mais le 8000 n'est pas fait pour ça. En fait, en complément, M. Gosselin, effectivement, cette ligne-là est pour répondre de façon plus générale. Juste pour dire, hier, on a eu, juste en date d'hier, plus de 100 appels à savoir dans l'application de sous ces confinements-là puis le couvre-feu. Donc, on répond, mais je rappelle que de ne pas faire le 911, le 911 demeure une ligne pour les urgences, exclusivement pour les urgences. Faites le 821-55-55 à ce moment-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, M. Cousteau de la Tribune.
Oui, deux courtes questions. En fait, il a été porté à notre attention qu'il y avait un Sherbrookeois là, qui vivait dans un genre de véhicule motorisé ou à l'intérieur de son véhicule. Est-ce que quelqu'un qui vit à l'intérieur de son véhicule comme ça sur le territoire de la ville est soumis au couvre-feu? Est-ce qu'on va l'empêcher on va lui demander de se trouver un endroit avec un toit ou est-ce qu'il va pouvoir continuer d'être dans son véhicule? Je peux répondre à ça? Oui. Alors, effectivement, dans la définition, c'est une résidence ou un endroit qui en tient lieu. Alors, à partir du moment où cette personne-là, c'est sa résidence et ça restera aux policiers, c'est du cas par cas, il faudrait que je ne sois pas au courant de cette situation-là, mais ça serait bien de nous informer, on ira vérifier. Et si c'est considéré comme une résidence ou un endroit qui en tient lieu, oui, effectivement, après 20 heures, il devra être confiné pour respecter le couvre-feu. Bien. Et j'aurais aimé vous entendre aussi peut-être une petite phrase sur la violence conjugale. Mme Guilbeault l'a dit hier qu'en tout temps, s'il y a des gens qui se sentent victimes de violences, que le couvre-feu, évidemment, ne s'applique pas. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Mme Guilbeault. Tout événement, tout genre de violence ou besoin d'aide, c'est une exception. Donc, communiquer avec le service de police ou s'il faut vous ayez à quitter puis communiquer avec nous rapidement. Ça fait partie des exceptions et certainement qu'il n'y aura pas de constat d'émis à cet effet-là. Merci beaucoup. Ça complète ce point de presse. Je vous rappelle que sherbrooke.ca/COVID-19, les informations qu'on vient de donner vont être mises sur le site, vont être mises à jour quotidiennement. Tout ce qu'il y aura de nouveau dans les prochains jours, vous pouvez le retrouver là. Pour ce qui est des parcs, des arénas et tout ça, je vous rappelle qu'il y a une carte interactive également pour les patinoires. Ça donne l'état des patinoires, les lieux, etc. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et si jamais vous avez d'autres questions, faites appel à nous, on y répondra. Là-dessus, merci beaucoup de votre collaboration. Ça a bien été comme déroulement. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gosselin, est-ce que vous voulez qu'on continue juste nous deux, nous trois, nous quatre après ou? Je vais juste arrêter l'enregistrement. Voilà qui est fait.